Trump a coupé la plus grande source financière du complexe militaro-industriel et ces derniers ont besoin de vraiment beaucoup d'argent pour mener à bien leur plan. Jusqu'à là, la planche à billets des États-Unis finançait les guerres mondiales et à travers ce financement des guerres, forcément, s'ils achètent des armes pour ces guerres, qui c'est qui s'enrichit? L'industrie de l'armement, complexe militaro-industriel. Et donc, du coup, Trump, temporairement, il a tout coupé. Surtout après la dernière rencontre, il a même tout bloqué pour l'Ukraine. Donc, alors, le milieu politico-médiatique militaire pousse à la guerre et la propagande tourne à fond. C'est hallucinant. Mais veulent-ils réellement une guerre? Ou est-ce qu'ils veulent autre chose? C'est ça, en fait. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un effort désespéré de trouver de l'argent qu'ils n'ont plus parce que Trump a coupé les robinets? En peu de mots, ils cherchent la guerre car c'est le meilleur moyen de détourner les fonds publics et de bloquer les processus démocratiques. C'est ça les deux objectifs, en fait. C'est ça qu'il faut réfléchir parce que ils veulent pas la guerre dans laquelle ils vont prendre le risque de leur propre vie. S'ils se lancent dans une guerre et que ils provoquent l'invasion russe, il n'y a pas un leader européen qui va s'en sortir vivant. Donc, je ne pense pas que c'est ça qu'ils veulent. Non pas parce qu'ils ont quelque chose à foutre de la population, ça, ils en ont rien à foutre. Comment ils sont en train de stresser tout le monde, là, tu vois. Mais en fait, moi, je ne fais pas confiance à leur bienveillance sur les populations, je fais confiance à leur faiblesse, à leur nature dégueulasse, quoi, qui tuerait une planète entière pour survivre eux-mêmes. Donc, eux, ils ne veulent pas mourir, donc ils ne jouent pas à la guerre parce qu'ils pensent qu'ils vont déclencher une guerre. Ils jouent à la guerre pour autre chose. Oui, il parie, en fait. C'est ce qu'il a rapproché Trump à Zelensky à un moment donné, c'est quand tu dis « you're gambling ». Tu joues, ouais. tu fais des paris, en fait. Alors, et tu joues avec la Troisième Guerre mondiale. Et je crois que ceux qui maintenant se sont réunis là autour de Zelensky, je crois qu'ils font ça. Moi, je te dis, j'ai préparé. On a vu la dernière fois la prise de tête entre Zelensky, Vance et Trump. Ok? Mais on a vu que la partie où ils se prennent la tête. Le truc, c'est que le plus intéressant, ça s'est passé avant. Et il y a des énormités qui ont été dites et une attitude de Zelensky qui montrait clairement que le mec voulait saboter les accords. Et pas seulement, c'est pas qu'il voulait les saboter, mais il voulait un truc spécifique sur lequel il insistait. Allons jeter un coup d'œil, j'ai extrait le plus important, c'est un peu long, mais on doit le regarder, les gars, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites là. Attends, on le dit, attends, une seconde. Oui. Alors, on me dit dans l'oreillette que depuis le passage de Zelensky dans le bureau ovale, le bureau sera renommé le bureau octogone. Ok. Ouais, c'est une blague de MMA. Ok, enchaîne. Ok. Tu l'as mérité celui-là. Non, je l'ai pas mérité. Ah si, tu l'as mérité. Moi, je suis pas humoriste, comme vous pouvez le remarquer. Je te déconseille d'essayer une carrière d'humoriste, Nicolas. À moins que tu veux provoquer une calvitie globale dans la population française. On commence à regarder quelques extraits de cet échange incroyable. Donc Trump qui dit « Nous avons eu de très bonnes discussions avec la Russie. J'ai parlé avec le président Poutine et nous allons essayer de mettre fin à ce conflit. C'est quelque chose que vous et lui souhaitez. Nous devrons négocier un accord. C'est un honneur de vous avoir ici. Merci beaucoup d'être venu. Nous signerons l'accord sous peu dans la salle Est lors de la conférence après le déjeuner. » Nous déjeunerons en discutant d'autres points et nous apprécierons la présence de chacun ici. C'est un instant enthousiasmant, mais le véritable moment de satisfaction sera lorsque, une fois qu'ils cesseront de tirer et que nous conclurons cet accord. Nous y sommes presque. Encore une fois, c'est un honneur de vous avoir ici. S'il vous plaît, aimeriez-vous dire quelque chose? Oui, monsieur le Président, merci beaucoup. J'espère que ce premier accord sera le premier pas vers la réelle garantie de sécurité pour l'Ukraine. Et à partir de maintenant, j'attire votre attention sur comment il insiste sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Parce qu'on va voir après qu'est-ce que c'est et pourquoi il insiste à ce point-là. Au moment où il entend parler des garanties de sécurité.
Tiens, Jérôme. On regarde la tête de Trump. Ouais. Et je compte vraiment sur votre position forte pour arrêter Poutine. Vous avez déclaré que c'en est assez avec cette guerre. Je pense qu'il était très important de dire ces mots à Poutine au tout début de la guerre, car c'est un tueur et un terroriste, mais j'espère qu'en ensemble, nous pourrons l'arrêter. Donc déjà, on parle pour faire des accords de paix et un des deux camps appelle l'autre tueur et terroriste. Donc déjà, avec ce langage-là, ça part mal. C'est bloqué en fait. Tu peux pas. C'est du sabotage. C'est du sabotage. Tu peux pas parce qu'intellectuellement, dire ces mots-là, ça veut dire si jamais tu conclus un accord, tu es en train de conclure des accords avec des tueurs et des terroristes. Donc ça fait de toi un méchant aussi. C'est exactement ce qu'ils essayent. Enfin, c'est un des aspects de leur magouille là qu'ils ont fait à la Maison-Blanche. On continue. Pour nous, il est très important de sauver notre pays, nos valeurs, notre liberté et notre démocratie. Entre parenthèses, il est pas légitime en ce moment. Hein. Petit rappel, ça fait 1 an qu'il est plus président, mais qu'il reste quand même à la tête du pays. Voilà, juste comme ça, hein, de passage. Et bien sûr, il n'y aura aucun compromis avec un tueur sur notre territoire. Et saviez-vous que ce cinglé de Russes, en fait, il dit « those crazy Russians », donc c'est Russes cinglés. Il dit, donc là, il insulte la population russe, carrément. Le peuple, ouais. Et vous savez que ces Russes cinglés ont kidnappé 20 000 enfants ukrainiens. Voilà. Oui, c'est ça. Et vous savez que dès que ça parle d'enfants, quand ils te sortent des trucs comme ça, les enfants dans les fours et des machins et des trucs, c'est de la manipulation émotionnelle. Donc là, on commence à utiliser la manipulation émotionnelle, tu vois, pour dire, regarde ce qu'il fait, il tue des enfants, donc toi, tu veux faire des accords de paix avec un tueur d'enfants. C'est ça que tu veux faire. Et pas seulement ça, mais vous savez aussi qu'il y a une autre technique de manipulation émotionnelle, c'est aussi de partager des images. Et qu'est-ce qu'il fait, ce con-là? Justement, dès le début, il commence avec ça. Je voulais partager avec vous quelques images. Et il montre, hein, mais j'ai découpé pour pas que ça dure 3 heures. C'est quoi les images, juste? J'ai pas vu ce passage. Des images de victimes de guerre, des gens qui ont été affamés, des trucs comme ça, en fait. Des images horribles. Des images de torture, tout ça. Ouais. Des images de guerre. Okay. Voilà. Mais des images de guerre. Et il dit après, même lors d'une guerre, il y a des règles. Tout le monde le sait. Ces gars-là, ils n'ont aucune règle. Donc, ça veut dire, avec ça, ce qu'il est en train de te dire, c'est qu'il ne respecte pas les accords internationaux. Donc, même si tu en signes un, ça ne sert à rien. Regardez, ces personnes pèsent plus que 50 ou 60 kilos tout au plus, et beaucoup sont dans le même état. Ce sont des pasteurs. Ils ont été arrêtés pour ne pas appartenir à une église russe, puis emprisonnés. Ça, c'est un truc que lui-même, il a fait. Lui-même, il a fait. Il a arrêté des prêtres, des orthodoxes en Ukraine. Et il a interdit l'église orthodoxe en Ukraine. Et il ose prendre ça comme argument devant Trump. Là, on est dans la manipulation et le mensonge honteux. C'est une honte. Et ce sont des sujets qui ne sont même pas secrets, en fait, bien sûr. Mais le truc, c'est est-ce qu'il s'adresse à Trump? Parce qu'il y a des caméras, en fait. Tout ça, c'est devant les caméras. Non, il ne s'adresse pas à Trump. Non, justement. Il essaye de le mettre en position compliquée. En porte-à-faux vis-à-vis de l'opinion publique. Ouais. Voilà. Et c'était ça tout l'objectif. Parce que vous allez voir, il a fait une autre magouille avant d'aller à la Maison-Blanche. Donc Trump, de son côté, il revient à l'essentiel. J'ai parlé avec le président Poutine, que je connais depuis longtemps, et je suis convaincu que les Russes sont très sérieux au sujet de cet accord. Nous conclurons un accord, et quand il sera conclu, Ouais. Je ne pense pas que... Nous parlions de sécurité. Tout le monde parlait que de ça. J'ai dit, laissez-moi conclure l'accord d'abord. Je dois conclure l'accord d'abord. Je ne me préoccupe pas de la sécurité pour le moment. Nous devons avoir un accord avant. Alors, comprenez que la sécurité, ça veut dire armer l'Ukraine. Envoyer de l'argent et des armes en Ukraine.
C'est ça, la sécurité qui demande Zelensky. Il veut les armes et les troupes. Voilà. Et c'est pour ça que Trump, il dit, on parle de ça, mais attends, c'est un accord de paix, ça devient secondaire. Et lui, il revient dessus. Et il parle aussi de l'Europe. Et Zelensky qui dit, nous pouvons aider l'Europe parce qu'elle nous a vraiment aidés. Le président Trump a déclaré qu'elle nous a offert un soutien moindre. Néanmoins, elle reste notre ami et partenaire très solidaire. Et regardez comment c'est ridicule là. L'Europe a vraiment beaucoup donné, monsieur le président. Vraiment. L'Europe a beaucoup donné, mais beaucoup moins. Non. Beaucoup moins. Non. Des enfants, quoi. Trump qui dit, de nombreuses personnes meurent en ce moment même et je veux simplement que cela cesse. Pensez aux parents, qu'ils soient en Russie ou en Ukraine. Pensez aux parents de toutes ces personnes tuées inutilement. Ils sont venus sur notre territoire. Cette guerre, c'était quoi? Cette guerre n'aurait jamais dû commencer. Si j'avais été président à ce moment-là, ce conflit n'aurait jamais commencé. J'espère être connu et reconnu comme un pacificateur. Il est crucial de résoudre ce conflit car la situation est extrêmement dangereuse et pourrait conduire à une troisième guerre mondiale. Ça allait dans la mauvaise direction. Nous avons hâte d'en finir rapidement. Donc, clairement, Zelensky dit pas de paix, Poutine terroriste, machin, il sabote les accords. Il insiste que je ne signe, en gros, il sous-entend, il signera rien sans les sécurités, les accords de les sécurités. Les garanties. Voilà. Ouais. Et Trump, de son côté, il est en mode, non, moi, ma priorité, c'est que ça s'arrête, en fait. Que la guerre s'arrête. Mais tu sais, ces trucs, tu évoques les garanties de sécurité. Le truc, c'est que le problème, c'est que les garanties de sécurité sur lesquelles l'Europe est là d'accord, peut-être on voit, mais sur lesquelles les États-Unis n'étaient pas d'accord, c'est d'avoir les peacemakers, comme on les appelle en français. Les forces de maintien de la paix. Les casques bleus. Ouais, les casques bleus. Le truc, c'est que la Russie, pour elle, c'est un non-deal. Parce qu'ils comprennent très bien, et même Trump, il comprend très bien de quoi il s'agit. Tu mets ces gens-là, il y a un attaque sur faux drapeau, ça y est, ça déclenche tous les processus d'un coup. Ouais. Et il y a des protocoles, il y a des choses à ne pas faire pour éviter de déclencher des guerres. Alors, on revient. Nous n'aspirons pas à envoyer beaucoup d'armes, mais plutôt à mettre fin à cette guerre afin de pouvoir passer à autre chose. Je veux que ça soit fait rapidement. Très rapidement. J'ai des choses plus sérieuses à faire que de répondre à une telle question, parce qu'il y a un journaliste qui lui a posé une question à propos de son code vestimentaire et du manque de respect pour le protocole. Et Zelensky, qui l'a mal pris, qui a répondu comme un hooligan bourré, tu vois. C'était ahurissant, tu vois. Le niveau. Ouais, bref. Juste pour ce détail-là, il y a quand même, tu vois, faut reconnaître qu'il y a un peu légèrement une malhonnêteté de la part de journalistes, puisque Elon Musk, il débarque sans costard, tu vois, dans le bureau ovale presque tous les jours, en casquette et compagnie. Donc, il y a quand même, tu vois. Ouais, mais Elon Musk, il fait partie du gouvernement, tu vois. Elon Musk, il n'a pas reçu 400 milliards de la part du gouvernement russe bien sûr. pour une guerre qui a tué plein de gens. Si tu veux, tu te mets pas en costume pour aller chez toi. Peut-être, tu peux le voir comme ça, mais si tu vas chez quelqu'un pour une conversation diplomatique, peut-être pour le protocole. Mais de toute manière, Zelensky l'a jamais fait. Zelensky l'a jamais fait parce que Zelensky, c'est un personnage, les gars. Il joue un rôle. Donc, du coup, le personnage, il doit être habillé comme ça et tout. C'est un film. C'est un film. Zelensky n'a aucun pouvoir à part sniffer de la coque et des trucs chelous. Voilà. Et je suis super aspirateur, le gars. C'est clair. Le gars, tu l'emmènes chez toi, tu n'as plus de poussière. Hein. S'il en manque, il n'y a plus rien qui reste en petit, en poudre. Allez, on continue. Je répondrai, mais ça, je l'ai laissé justement observer le langage corporel à Zelensky, comment il répond. C'est des choses plus sérieuses à répondre, il dit. Vous voyez ça? J'ai des choses plus importantes à parler, hein, si vous me laissez parler, alors s'il vous plaît. Hein. Genre, il parle comme ça à Trump. Le mec, il n'a pas compris, en fait. Oui, il a compris, et là, il est en train de se chier dessus, mais il est forcé de le faire.
qui sait. Je crois qu'il était en descente en vrai. Je pense que la descente, elle arrive après. Là, il est encore... je peux me permettre de lui parler comme ça. La descente, elle vient après quand il commence à faire comme ça. Là, les deux, ils l'ont pris et ils l'ont ouais, je ne vais pas dire le mot, mais voilà. Allez. À propos des garanties de sécurité, à propos de cessez-le-feu, nous ne pouvons pas simplement parler de cessez-le-feu et palabrer. Ça ne marchera pas. Un simple cessez-le-feu ne fonctionnera pas parce que je suis comme un président, j'ai cette expérience, et pas seulement moi. Avant ma présidence, depuis 2014, Poutine a violé le cessez-le-feu 25 fois en Ukraine. Parce que les soldats de Poutine ont peur de nos soldats quand nous sommes assez forts pour défendre notre terre. Mais si nos stocks militaires sont vides, nous ne le pourrons pas. Et voilà le garçon qui crache le morceau. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Vous comprenez ce qu'il veut? Et au nom de qui il parle? Parce que qui va se faire des couilles en or avec cette histoire d'armement de l'Ukraine? Le complexe. Lui, les oligarques, le complexe militaro-industriel, tous les gens surtout le complexe militaro-industriel qui fabrique les armes. Mais on continue. Mais là, il a craché le morceau. C'est pour ça que cette première partie, les médias, ils n'ont pas beaucoup parlé de comment Zelensky il était insupportable. Franchement, j'aurais été Trump. Là, j'aurais dit caméra dehors et je lui aurais réglé ses problèmes de constipation de façon permanente à Zelensky. Tu vois? Je crois que c'est ce qui s'est passé après. C'est imagé. C'est imagé comme ça. Non, mais c'est comment il, tu sais, des fois, il fait comme ça, des fois, il fait oh là là. Pendant qu'ils discutent, tu vois, le manque de respect et la façon de faire. Je veux dire, je connais des adolescents en crise qui sont plus respectueux. Bref. Ouais, il a cru c'est vrai que l'attitude ne correspond pas au niveau de gravité des propos, quoi. C'est vrai que là, ils sont en train d'essayer... Les gars, on parle de la Troisième Guerre mondiale. Hein. Ce qui me choque, c'est que quand même, Trump est particulièrement clair dans son message, à savoir, moi je veux la paix, moi je veux la paix, moi je veux la paix, en fait. Ouais. Et derrière, on a toute l'appareil médiatique qui nous dit, oh, Trump c'est un fou, ouh là là, si jamais vous voulez la paix, en fait, il faut continuer la guerre et continuer à envoyer des bombes. Et je veux dire, cette espèce de numéro d'équilibriste là qu'ils nous font, là, entre les Européens, vous vous souvenez que l'Europe c'est la paix, hein, on le sait tous, hein, ça. Ça commence à prendre du plomb dans l'aile, le narratif, quoi. Ouais. On continue? Go. Il dit, nous sommes assez forts pour... Alors, sinon Poutine ne s'arrêtera jamais et ira de plus en plus loin si on n'a pas les armes. Il nous déteste, pas seulement moi, mais tous les Ukrainiens. Non, il ne respecte aucun Ukrainien et il veut nous détruire. Donc, par exemple, quand les gens qui vivent en Crimée, là, quand il les a rattachés, là, il les respectait pas. Les gens là du Donbass, il les respecte pas non plus. Parce que la première communauté de réfugiés de cette guerre est la plus grande, elle est partie en Russie. Tu vois, par exemple, le premier pays d'accueil des Ukrainiens, c'est la Russie quand même. Ouais. Je veux dire, oui, ils détestent tous les Ukrainiens. Ouais. Ouais. Non, mais c'est surtout, et là, on est en train de parler d'accords de paix. Hein. Là, le mec, il a viré les accords de paix. Oui. Je me demande, parce que quand tu sais, j'étais à l'école, là, sur les bancs de l'école, et qu'on apprenait là, les accords de paix de la Deuxième Guerre mondiale, là, les réunions, les conférences et tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y avait plus de niveau que ça, ou est-ce que c'était déjà aussi cours de récréation, en fait? Est-ce que le niveau, il a baissé ou... Non, le niveau, il était bien supérieur que ça. Ça discutait. Tu as des extraits de conversations, des articles, des choses. Les gens avaient une certaine valeur morale encore. La corruption n'avait pas atteint le cœur des humains au point où elle l'a fait aujourd'hui. Il n'y avait pas toute cette showbiz de la guerre, tu vois, avec Zelensky habillé en militaire qui va au Parlement. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il y avait des choses équivalentes, mais il n'y avait pas aussi le même appareil médiatique. Hein. Peut-être s'il y avait le même appareil médiatique, ça aurait été différent, mais c'est un autre contexte. Ouais. On est rentré dans la diplomatie corne, tu vois, enfin pour ne pas dire l'autre mot. C'est l'exposition de choses qui restaient en arrière-plan. Évidemment que les leaders se rentraient dedans. Tu sais, vous vous rappelez de cette histoire de Gaulle et Pompidou, on le rencontre dans les mémoires, comme quoi il le prenait en privé, Pompidou, il le défonçait de Gaulle. Bah, ça se passait tout le temps, de toute l'histoire. Derrière les caméras, aux journalistes, etc. Et c'est pas... Churchill, non? C'est ça. Pompidou. Non, il se défonçait, mais ça se passait devant les caméras. Maintenant, c'est mis en avant. Tu vois? T'es sûr que c'est Pompidou, là? Parce que c'est mis en avant. Bah, c'était le premier ministre de Gaulle.
Ah d'accord, ok. Donc c'était au sein du même gouvernement, ils se mettaient l'un sur l'autre. Ok. Oui, ouais. C'était juste pour te dire que ce sont des choses qui ne sont pas faites pour être vues en public parce que ça peut causer d'énormes divisions, conflits, prise de position, incompréhension, guerre. Polarisé, tout ça. Ouais. Surtout des crises d'ego, quoi. Quand t'es devant des millions de caméras et que tu te prends la honte, t'as pas la même réaction que quand t'es tout seul et que tu te prends la honte, quoi, tu vois. Voilà. Mais là, pour l'instant, c'est Zelensky qui fait tout pour décrédibiliser Trump, en fait. Il fait tout. Mais voilà. Et c'est très bien. Au passage. Voilà. Et c'est très bien ce que lui rappelle Trump après. Je sais pas si c'est le passage sur la 3e guerre mondiale, quand il joue, s'il y est. Il y est ou pas? On continue. Donc, Zelensky qui dit non, il ne respecte aucun Ukrainien et il veut nous détruire. Trump qui dit, je suis neutre, je veux résoudre ce problème pour les deux parties. Mon objectif est qu'il soit réglé. Langage corporel de Zelensky, juste regardez. C'est facile de critiquer quelqu'un, mais ce qui n'importe, c'est de résoudre le problème. Si nous pouvons le résoudre, tant mieux. Sinon, ils devront se battre. Et que se passera-t-il? Je veux que ce conflit soit réglé. Maintenant, Zelensky qui continue. Mais pour toute négociation future, les deux camps de cette guerre, non pas la Russie et les États-Unis, car ce conflit ne les oppose pas directement, mais pour la Russie et l'Ukraine seront à la table des négociations avec les États-Unis comme principaux alliés de l'Ukraine et évidemment l'Europe. Donc le gars, il débarque et il te dit, écoute, moi je suis dans la merde, je viens avec les deux mains comme ça pour prendre l'argent de ton pays, mais tu fermes ta gueule parce que ça ne te concerne pas. C'est une négociation entre moi et Poutine et toi, tu seras là et tu seras ma petite péripatéticienne et tu feras ce que je te dis. C'est ce qu'il vient de dire Zelensky à Trump. Hein. Traduction. C'est ce qu'il vient de dire à Trump. Là. Vous viendrez comme notre appui. Voilà. Vous ne pensez pas qu'en fait, parce que moi je m'étonne en fait de la présence de caméras pendant ce pendant ce show. À la fin. À la fin. Vous ne pensez pas qu'il y a une volonté de Trump de mettre Zelensky en scène comme un clown? Et donc le prochain move, ce serait quoi? De faire sauter Zelensky, de mettre quelqu'un d'autre à la place pour négocier les accords de paix? Et là, je suis d'accord avec le camp non-patriote. Tout ça, c'était fait exprès. C'est une mise en scène. Il savait très bien à quoi il s'entendait. Il le dit. C'est juste à que la Zelensky, il est trop con pour niveler cette histoire. C'est pour ça, si on regarde jusqu'à la fin, vous allez voir à la fin, il le dit, j'ai bien fait de laisser... C'est pour ça que j'ai laissé rouler les caméras si longtemps, pour que tout le monde voit un petit peu... tu vois? Donc, regardons la suite, parce que c'est important, il y a plein de choses qui sont dites. Blablabla, ce qu'on vient de dire là. Sans mon alignement sur les deux parties, aucun accord ne serait possible. Vous voulez que je dise des choses horribles sur Poutine pour ensuite le saluer en disant alors comment ça se passe avec cet accord? Ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas aligné avec Poutine, je ne suis pas aligné avec personne. Je suis aligné avec les États-Unis d'Amérique et pour le bien du monde. Je suis aligné avec le monde et je veux en finir avec cette guerre. Vous voyez la haine qu'il a pour Poutine? C'est très difficile pour moi de conclure un accord avec ce genre de haine. C'est là où ça commence. Et Trump, il exprime sa frustration sur copain, t'es en train de me casser les couilles un peu là, tu vois. Il a une haine profonde pour lui et c'est compréhensible. Et regardez comment ils font Zelensky à côté. Hein. Regardez. Je sais pas, moi là j'ai l'impression que vraiment il est en descente. Regarde un peu les mouvements de narine qu'il nous fait là. Alors je sais pas ce que c'est d'être en descente. Non, écoute. Non, c'est pas... Ouais. C'est un peu plus compliqué que ça, voilà. Il a une descente d'organes aussi en même temps. Regardez le langage corporel. Et donc, bref, là, on a le moment où J.D. Vance intervient et il dit un truc intelligent, mais je pense peut-être, dit, tu as raison, là on est post-descente ou en plein descente et là le mec il ose le tout pour le tout. Donc on regarde. Ce qui fait de l'Amérique un bon pays, c'est qu'elle s'engage dans la diplomatie. C'est ce que le président Trump fait. Puis-je vous poser une question? Oui. OK.
Alors, Poutine a occupé une grande partie de l'Ukraine, une partie de l'Est de la Crimée qu'il a occupée en 2014. Et j'ai signé avec lui en tant que nouveau président. Macron, Merkel et moi avons signé un cessez-le-feu avec lui et m'ont assuré qu'il le respecterait. Nous avions signé un contrat de gaz avec lui, sauf qu'après cela, il a rompu le cessez-le-feu. Il a tué notre peuple et refusé tout échange de prisonniers. Nous avions signé un accord d'échange de prisonniers, mais il ne l'a pas respecté. Alors, de quelle diplomatie parlez-vous, Monsieur Vance? Que voulez-vous dire? Je parle du type de diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense que c'est très irrespectueux de votre part de venir au bureau Oval pour essayer de plaider cela devant les médias américains. Tout d'abord, pendant cette guerre, tout le monde a rencontré des problèmes. Même vous. Vous avez un bel océan. Vous ne les ressentez pas encore, mais vous les sentirez bientôt, ces vagues. Vous n'en savez rien. Ne nous dites pas ce que nous sommes censés sentir. Non, là, c'est Trump. Ne nous dites rien. Ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. C'est pas à vous de nous dire ce que nous allons ressortir. Voilà, nous essayons de résoudre un problème. Ne nous donnez pas de leçons, dit Trump. Vous n'êtes pas en position de nous dire ce qui pourrait nous arriver. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Vous jouez avec la vie de millions de personnes et jouez avec une troisième guerre mondiale. Vous jouez avec une troisième guerre mondiale. Ça va être un accord difficile à conclure avec son attitude. Et les attitudes doivent changer. Vous n'avez pas les cartes, mais une fois l'accord signé, vous serez dans une bien meilleure position. Mais vous n'agissez pas avec reconnaissance et ce n'est pas très sympa. Je vais être honnête, c'est déplorable. Très bien, je pense que nous en avons... Alors, j'ai dû découper l'extrait où Trump, il dit c'est tant mieux, comme ça tout le monde voit un petit peu ce qui se passe en arrière-plan. J'ai dû le découper parce que la vidéo, elle dure 50 minutes, donc j'ai dû condenser, sinon on y passerait la nuit. Donc, qu'est-ce qu'on peut sortir de cette vidéo-là? Moi, je vais vous proposer un truc et on discute. En gros, Zelensky dit que les accords ne servent à rien et qu'il les signera seulement si les États-Unis garantissent un armement conséquent à l'Ukraine. Donc, Zelensky a battu tous les records de mauvaise foi. Il a clairement saboté l'accord. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Zelensky a visité un autre endroit avant sa rencontre avec Trump. Vous l'avez vu, celle-là? Non. L'accord de paix qui a mal tourné dans le bureau Oval aurait été le point de départ des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Cela aurait placé l'Amérique au centre du développement futur de l'Ukraine et cela aurait permis de récupérer une partie de l'argent que nous y avons investi. Il convient également de mentionner que cela aurait arrêté les tueries. Pourquoi l'accord a-t-il échoué pendant ce meeting très tendu? Peut-être que cela a quelque chose à voir avec la réunion que Zelensky a eue avec les principaux démocrates quelques heures avant son arrivée à la Maison-Blanche. Le sénateur démocrate Chris Murphy a posté ceci sur X vendredi matin. Je viens de terminer une réunion avec le président Zelensky ici à Washington. Il a confirmé que le peuple ukrainien ne soutiendra pas un faux accord de paix où Poutine obtient tout ce qu'il veut et qu'il n'y a pas d'arrangement de sécurité pour l'Ukraine. En d'autres termes, juste avant que Zelensky ne signe l'accord, il disait aux démocrates qu'ils ne l'aimaient pas. Et ils ont soutenu son opposition, puis l'ont encouragé à ne pas signer. Puis Zelensky est entré dans le... Les gars, ils ont fait du Boris Johnson, là. Vous vous rappelez Zelensky qui va discuter avec Poutine, Boris Johnson qui va et qui dit non, tu annules tout. Non. Et là... il va discuter d'un accord de paix aux États-Unis et juste avant, les démocrates qui le chopent et qui lui disent « tu fais pas ça ». Vous voyez le truc de ouf? Pourquoi personne parle de ça, en fait? C'est curieux. Il y a pas un problème de légalité par rapport à tout ça, en fait. D'où est-ce que parce qu'ils nous disent les principaux démocrates, est-ce qu'au moins ils sont au Congrès, ces principaux démocrates, ou c'est des sénateurs? Mais d'où ces gens-là vont... Parce que le chef de la diplomatie, ça reste quand même Trump, quoi. Tu vois, il y a un secrétaire of State, il y a un gouvernement. Donc en fait, il joue le gouvernement de l'ombre, en fait, là. En fait, revenons à des choses basiques.
ce qui comprend Zelensky. Zelensky, depuis des mois, il demande, on va l'apprendre, il demande des garanties de sécurité pour lui et pour son cabinet. Yermak, etc., les mecs qui sont dedans. Trump, il a dit, moi, je n'ai rien à cirer, d'accord, de tes garanties de sécurité. Je vais pas t'aider, tu es dans la merde. C'est pour ça qu'il va même voir les perdants, il va voir les démocrates, qui sont en minorité absolue de partout et qui ne décident plus de rien pour essayer de se rassurer comme il peut, et voir les leviers qu'il peut avoir globalement dans le monde. C'est pour ça que dès qu'il est sorti de la réunion avec Trump, il est parti directement en Angleterre, il me semble, pour discuter avec les Européens, qui ne peuvent pas concrètement lui garantir quoi que ce soit et l'aider. Mais parce qu'il n'a pas le choix. Zelensky est un homme mort politiquement parlant et physiquement peut-être a posteriori. Parce que le truc, c'est que s'il signe un mauvais accord avec la Russie, où il y a une cession des territoires, etc., c'est les ultranationalistes ukrainiens eux-mêmes qui vont le buter. SBU risque de le buter. Les services secrets ukrainiens. Sans parler du peuple ukrainien qui ne comprendra pas. Pourquoi ? À quoi tous ces sacrifices ? Bon, ça, on l'a déjà évoqué. Donc, où est-ce qu'il va se chercher le sauvetage ? Certainement pas auprès de Trump. Et toute cette... Je sais pas si c'est ça ou si c'est... Je sais c'est pas. Bon. Il faut partir du postulat que Zelensky n'a rien à foutre de l'Ukraine. Oui, mais voilà, ça, zéro, nada. Je point. Les garanties de sécurité, les missiles, les machins, lui, ce qu'il veut maintenant, c'est de débarquer de cette histoire dans laquelle il a été embarqué à l'époque par un oligarque. Il s'est retrouvé au milieu d'un énorme merdier qu'il est même pas capable de gérer lui parce qu'il n'a pas les épaules, il n'a pas les moyens, il n'a pas l'expérience, il n'a rien du tout. Ça, c'est clair. Et il veut survivre à cette histoire. Il n'a pas le cerveau pour... à la limite, il demande à Trump et dit, est-ce que vous pouvez au moins ne pas me juger aux États-Unis ? Ouais. Pour toute la corruption que j'ai commis avec Biden, etc. Et là, un moment que tu n'as pas forcément évoqué, c'est Trump, dans chaque déclaration publique qu'il prend maintenant, il dit, il y a eu une États-Unis avant moi, et il y a d'autres États-Unis maintenant. Et il dit, les administrations précédentes, surtout en parlant de Biden, il dit le traite de stupide et le traite de sénile, il dit qu'ils ont fait des actes complètement fous. Il se détache complètement d'eux pour ne plus impliquer les États-Unis comme en tant que nation avec des actions de deep state, en quelque sorte, américain. Parce que le truc, c'est qu'il faut les exposer, et le truc, c'est que ça tâche les États-Unis. Donc il faut essayer au maximum de faire la séparation avec les États-Unis, entre les États-Unis avant Trump et maintenant pendant Trump. Parce qu'aux yeux du monde, tu vois, sinon ils vont voir les États-Unis comme un pays complètement dégueulasse qui fait des choses dégueulasses. Les biolabs, les machins, t'imagines, le Covid, tout ce qu'on va apprendre le 11 septembre. Il doit absolument faire cette séparation, c'est faussé. À quoi tu penses ? Et Zelensky, il était dans d'énormes combines. T'imagines les biolabs, les crimes contre l'humanité ? C'est-à-dire que je pense à quoi ? Je pense que probablement il y a des enjeux, il y a certainement des enjeux auxquels on n'a pas accès aussi. Peut-être qu'il est venu se rassurer auprès des démocrates, mais peut-être que c'est les gens qui le tiennent par les cojones qui lui ont dit attention, là tu vas voir Trump, tu fais pas ci, tu fais pas ça, parce que sinon rappelle-toi ce qu'on a sur toi, rappelle-toi ce qu'on peut te faire à toi et ta famille et tout ça. Il y a peut-être des choses de cet ordre-là. Ça se traduit par comment ? C'est l'inverse. Il est allé voir les gens qu'il tient par les cojones. Ceux qui ont envoyé de l'argent en Ukraine, ceux sur qui il a les dossiers, ceux qui se sont trompés là-dedans, ceux qui peuvent faire chanter. Je suis pas sûr qu'il ait ce niveau. Il ne peut rien contre Trump. De manipulation. Il peut rien contre Trump. Ça, c'est certain qu'il peut rien contre Trump. Ok, donc Zelensky, en gros, il a, à travers des opérations de pot de miel ou des trucs comme ça, il a des dossiers pour faire chanter beaucoup de monde aux États-Unis, ou aussi à travers bien sûr toute la corruption à laquelle il a participé, tout bêtement. Et donc il peut faire chanter, il peut faire chanter beaucoup de monde. Donc il est allé les voir, et ce qu'il peut faire chanter, c'est l'État profond, principalement installé au Parti démocrate, d'où son intérêt pour le Parti démocrate, pour leur dire les gars, sortez-moi de là, sinon, tu vois. Leur mettre la pression, et lui-même, il veut pas. Mais encore une fois, Zelensky, pour moi, c'est vraiment un gant vide. C'est pas lui. Il a une main en lui. Je vous laisse l'image, et qui le manipule comme ça. C'est une marionnette. Il a rien. C'est un acteur qui joue du piano avec du piano à queue, on va dire. Voilà.
Alors, sinon, les gars, après ce sabotage des accords de Zelensky, on a eu les infos suivantes. Premièrement, la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Donc, info officielle. Ensuite, Trump envisage à révoquer le statut juridique des Ukrainiens qui ont fui la guerre. Donc, les Ukrainiens qui ont immigré. Que ça a été, que cette information-là a été infirmée. Non, mais il l'a pas fait. En fait, non. Ouais, enfin, il a soulevé la question. C'est Reuters. On l'a vu. Je sais que c'est Reuters, mais okay. Écoute, vas-y, continue parce que Non, mais il l'a pas fait. Il a dit évoquer. Il a dit, je sais pas si c'est une bonne, mauvaise décision à prendre, etc. Et il dit, il y a des voix qui se lèvent pour, il y a des voix qui se lèvent non. Envisage. Voilà, mais envisage. Tu te rends compte, envisage. Et ça, s'il le fait, c'est pour que la population ukrainienne aux États-Unis résiste au narratif qui. Hein? Oui, Nico? Attends. C'est parce que, écoutez, à quel point c'est très intéressant. Il y a énormément d'Ukrainiens maintenant partout en Occident. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Vous voyez, tous ces gens-là qui sortaient avec les drapeaux ukrainiens, machin, anti-guerre, qui perturbaient tous les trucs, qui criaient très fort, très loin du front. Voilà. Le truc, c'est que maintenant, eux, ils veulent vraiment pas revenir. Hein. Ils veulent pas vraiment revenir dans un pays en guerre où ils peuvent être embarqués sur le front. Donc, ils vont demander des statuts de réfugiés. Des statuts de réfugiés. Alors, il y a des statuts. Et le truc, c'est que les statuts de réfugiés, voilà, les statuts de réfugiés de guerre, ils fonctionnent au moment, à partir du moment où, sur le territoire national, il n'y a aucun endroit en sécurité. Sauf que toute l'Ukraine de l'Ouest, elle n'est pas touchée. Tu vois? Donc, tu peux garder les citoyens dans l'Ukraine de l'Ouest. Sinon, l'autre statut de réfugié, c'est si tu es persécuté par ton propre gouvernement. Si tu as peur de ton propre gouvernement, c'est ça le truc. Ouais. Et c'est vers ça qu'on se dirige. C'est-à-dire que ceux qui gueulaient le plus pour l'Ukraine, maintenant, ils vont massivement déposer des statuts de réfugiés, mais ils peuvent déposer que les statuts de réfugiés contre Zelensky, parce que s'ils vont là-bas, ils vont se faire choper. Bah oui, c'est un message, Léo, juste sur cette info-là, pour essayer d'y voir plus clair, même si... Ok, bah apparemment quelqu'un du gouvernement a dit que cette histoire serait une fake news, donc Reuters propage du fake news. Pardon d'être tombé dans le piège de faire confiance à Reuters en tant que complotiste. Mais après, c'est pas, comment dire, je devrais pas savoir nécessairement ne parce pas qu'on dit que c'est une fake news que c'est une fake news. Tu vois, peut-être qu'il l'a dit pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, pour foutre un coup de pression, et puis après il dit bah non, on l'a jamais dit. Ce que je veux dire, c'est que les mensonges ils sont dans les deux camps, quoi. Là, vraiment, c'est. Mais ça a marché. Quoi. Ça a marché. Il y a des demandes de réfugiés qui se font là, en ce moment même. Les Ukrainiens, eux, les Ukrainiens en Occident, ils sont stressés par cette histoire. Ils serrent les fesses. Tiens, il y en a, je connais des Ukrainiens qui sont venus comme ça. Peut-être je vais aller leur poser la question comment ils voient la chose. Comment tu vois la chose, Nico? Comment tu vois la chose, Nico? Qu'on parle. Ah non. Non, mais moi je vois la chose comme je vous l'ai dit. Hein. Non, mais t'es pas aux États-Unis. Parce que si tu étais là-bas, Trump, il t'aurait renvoyé en Ukraine. Non, vas-y, les gars, on continue. Autre nouvelle qu'on a appris après cette rencontre, l'accord de sécurité de 10 ans entre les États-Unis et l'Ukraine, signé l'été dernier, a disparu du site officiel de la Maison-Blanche. Ça, c'est chelou. Ça, c'est chelou parce que si une telle chose, si cet accord disparaît, ça veut dire que Trump est en train de défaire ce que Biden a fait. Voilà. Il délégitime toute l'action de Biden. Il la délégitime. Il dit, ils ont agi en leur nom propre. De toute façon, Biden, il n'était pas capable, en quelque sorte, Biden n'était pas capable de prendre des décisions. Et même si c'était lui qui était élu, ça veut dire que c'est d'autres gens qui prenaient les décisions. Donc c'est complètement antidémocratique. Donc c'est complètement... À ce sujet, vous avez vu cette histoire de signature électronique de documents? Non. De Biden? Non. En gros, il y a, c'est dans le dump quelque part. Non, je te l'ai même mis dans notre échange à tous. Il semblerait que la signature électronique des ordres exécutifs de Biden, ils se rendent compte qu'en fait, il y a un vrai problème par rapport à ça. Et que probablement, possiblement, en tout cas, ce qui est sous-entendu par cette histoire, c'est que les ordres exécutifs de Biden n'ont pas été signés par Biden. Ce qui les rendrait tous nuls et non avenus. Parce qu'ils étaient tous faits avec une fausse signature. Quelqu'un, il avait une image de la signature. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a un protocole. Mais en gros, là, ils sont en train de soulever l'idée que tous ces ordres exécutifs qui ont été signés par Biden, tous ces accords internationaux et des choses comme ça, ils ont tous la même signature et que cette signature n'est pas valide. Et que donc, en fait, il y a le côté... C'est ça? Oui, c'est ça. Oui.
Le procureur général du Missouri, Andrew Bailey, a demandé au ministère de la Justice d'enquêter pour savoir si le déclin cognitif de M. Biden avait permis à des fonctionnaires non élus de prendre des décisions à son insu ou sans son approbation. Si tel est le cas, les décrets grâce et autres actions de M. Biden pourraient être inconstitutionnels et nuls. Tada! Ok. Wow. Le 25e, vous vous rappelez de ça? Le 25e truc là. Le 25e amendement, oui. Ouais, pour sortir Biden parce qu'il était sénile, quoi. Ouais, mais. Que Trump nous avait dit dès 2016 il peut les sortir en poste. C'est-à-dire, le 25e va être la raison pour laquelle les décisions de Biden seront caduques parce qu'on va apprendre que d'autres prenaient ces décisions à la place. C'est une possibilité. En tout cas, c'est ça qui. Et puis c'est pas n'importe qui quand même. C'est Attorney General of Missouri, quoi. C'est-à-dire, je veux dire le boss. Je veux dire, c'est pas un pion, quoi, qui procureur général d'un État des États-Unis. C'est quand même quelqu'un qui a une certaine crédibilité dans ce genre d'affaires. Donc, il y a des choses qui se. Et on a aussi une dernière nouvelle. Trump prive désormais l'Ukraine de renseignements militaires cruciaux, nous dit TF1. Donc, il y a ces décisions. Attends, il y avait une dernière nouvelle aussi. Attends, j'essaie de te la trouver. C'est pas du tout ça. Il menaçait, Elon Musk menaçait de couper Starlink aux Ukrainiens, en fait. Tu dois pas me l'envoyer, Rudy. C'est. Ok. Bah, tu sais que j'aime bien. En tout cas. En gros, l'idée, c'est que la réaction a été immédiate et il y a plusieurs mesures qui ont été prises. Couper les financements, provoquer les Ukrainiens qui ont immigré à cause de la guerre pour les forcer à se décider à se placer sur ce conflit, de demander des statuts de réfugiés politiques. Ça, c'est une idée, j'avais pas pensé, mais ça tient debout. On a des accords de sécurité qui ont disparu et il n'y a plus de contact des renseignements entre l'Ukraine et les États-Unis. Donc c'est voilà, l'aide des États-Unis, elle est finie là. Oui. Bah, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que c'est pas seulement des nouvelles aides, tu vois, qui arrivent en Ukraine, qui ont été arrêtées. C'est les aides qui étaient déjà en chemin. Genre, ceux qu'ils ont envoyés, qui étaient en Pologne, qui étaient en transit, machin, etc. Donc, c'était les aides dont les décisions étaient prises encore sous Biden. Alors, maintenant, on avance parce que l'Europe veut, depuis cette rencontre, ils ont mis full propagande pour la guerre. Tout d'abord, Elon Musk attire notre attention sur l'orchestre symphonique des perroquets intellectuels qui, après cette interview, ils chantent tous la même chanson au mot près. Genre, ils te lisent littéralement le même scénario. Voilà, c'est ce truc-là. Tous ces sénateurs et politiciens, ils ont fait des vidéos où ils lisent le même texte. Voilà. Aussi simple que ça. Pour dire Trump méchant, Zelensky gentil, on doit soutenir Zelensky et blablabla. Bla bla. Donc, ça c'est, comment s'appelle l'opération Mockingbird. Ça c'est Mockingbird en full. Je veux vous dire, j'avais vu passer ce truc-là, mais je veux dire, sont-ils suffisamment cons pour faire ça, en fait? Oui. Je veux dire, c'est quand même des sénateurs, il n'y a pas moyen de leur dire, les gars, il faut dire ça, vous tu sais, quand tu étais au lycée, tu dis, tu copies, mais tu changes les mots, quoi, tu vois. Rudy, ils sont incompétents, ils sont cons et ils sont manipulables. On leur dit de faire, ils font, ils n'ont pas de réflexion personnelle. Mais non, mais même les pantins qui leur disent, les marionnettes qui leur... Ils ont fait pire que ça. Certains plus extrémistes, ils ont fait en mode Street Fighter, où ils ont dit choisissez votre gouverneur pour vous battre. Et puis ils faisaient des vidéos, donc des gouverneurs qui prenaient des positions comme ça pour choisir ton personnage avec lequel tu vas te battre pour la paix. Non, mais bon, alors regarde, ça c'est de la com qui foire, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que même les gens qui leur disent vous dites ça, sans déconner, ils n'ont pas les moyens, le Deep State, de leur envoyer un texte un peu différent. Ils savent qu'ils vont se faire spotter, en fait. C'est ça que je comprends. C'est parce que tu penses que c'est le Deep State qui fait ça encore. Bah, alors du coup, c'est quoi ta suggestion? C'est quoi, une mise en scène de la part du camp d'en face pour les faire passer pour des cons? Non, mais je dis pas. Ils ont mis quelqu'un, tu vois, qui est en poste de conseiller communication, machin, etc., et qui leur conseille de continuer à faire toujours la même chose, comme avant qu'ils soient observés, surveillés, machin, etc. Et il leur dit, sauf que ça passe pas, ouais.
C'est la seule explication rationnelle, en fait. J'avais expliqué ça déjà en 2020. Ce qu'on risque de voir dans les temps à venir, c'est toute cette structure du complot qui permet ces communications, etc., avec les financements que Trump a coupés déjà à l'époque, tu vois, avec le fait qu'il y a eu l'arrestation de la famille saoudienne, tu vois. Donc déjà ça, tous les éléments qui font peur, tout le terrorisme et tout ça s'est calmé tout de suite, tu vois. Mais après, avec d'autres éléments, il a... Attends, j'ai oublié le fil, pardon. Oui, la structure, pourquoi orchestre de perroquet? Ah oui, voilà. En 2020. Exactement. La structure de ce complot qui est très complexe, avec le séchage financier qu'il a fait à travers l'arrestation des Saoudiens et autres opérations, et ben en fait, les réseaux sont en train de se découper. Et donc, du coup, tu te retrouves avec des structures qui ne communiquent plus. Et qui sont plus cohérentes. Parce qu'ils n'ont plus les moyens, en fait. Ils n'ont plus les moyens. Trump leur a coupé les moyens financiers. Ils ne peuvent plus payer. Ils ne peuvent plus financer ces opérations. Ils ne peuvent plus corrompre. Ils ne peuvent plus financer des coups médiatiques. Ils ne peuvent plus. Vous remarquez pas que les attentats terroristes en ce moment, c'est des gars en coup de couteau et des personnes qui prennent les voitures. Ils n'ont plus des trucs où ils descendent avec des armes, où il y a des bombes, des trucs qui coûtent cher. Moyens, tu vois. en fait. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Léo, mais là, en l'occurrence, c'est pas un manque de moyens. Donner à 25 sénateurs au mot près de faire la même vidéo avec les mêmes inserts, avec le même timing. Oui, mais c'est ce que je te dis. C'est-à-dire, la section de la manipulation de masse, peut-être qu'elle ne communique plus avec la section des opérations sur le terrain. Ce que je te dis, c'est qu'il y a des dysfonctionnements au sein de la structure de l'État profond. Ça dysfonctionne, ça c'est certain. Ça. Et du coup, ça les rend de plus en plus visibles parce que de plus en plus de personnes dans ces structures doivent prendre des décisions eux-mêmes que jusqu'à là, ils recevaient juste des ordres d'au-dessus, en fait. Et de ce fait, il y a des incohérences qui apparaissent et c'est comme ça qu'on commence à voir un petit peu, tu sais, des trucs qui débordent, en fait. Des trucs qui deviennent visibles, qui rendent le complot visible. Parce que là, concrètement, quand tu vois ce qui s'est passé aux États-Unis, la coupure et le fait que le lendemain même, Zelensky débarque ici en Europe, nous on va soutenir Zelensky, machin, et qu'ils parlent tous comment on va financer la guerre. C'est le truc qui les préoccupe tous. Comment on va financer? Mais pourquoi? Parce qu'en fait, cette histoire de lancer cette guerre-là avec l'Europe, etc., encore une fois, ils ne le font pas parce qu'ils veulent la guerre. Ils le font parce que ils ont besoin d'argent pour continuer ce qu'ils font. Le robinet américain, et donc maintenant, ils vont prendre l'épargne des Européens, ils vont détourner des fonds en Europe, du coup, ils vont nous faire les poches en Europe. Alors après, on peut rajouter aussi une autre... Ouais, t'as raison, mais on peut rajouter une autre raison aussi, c'est le côté chef de guerre, tu vois, on ne change pas un leader d'un pays lorsqu'on est dans une période de guerre comme ça. Et Macron, par exemple, qui de notoriété publique est quand même dans une situation politique extrêmement difficile, voilà, tu déclenches une guerre, on se tape encore 5 ans de Macron, parce que tu comprends, il faut qu'on ait un leader suprême dans notre pays pour nous diriger dans ces périodes troubles, quoi. Donc il y a peut-être aussi des intérêts personnels des uns et des autres de sauver leur cul, quoi. Absolument. Ils cherchent, c'est une partie non négligeable. En fait, la pérennité de leur fonctionnement dans l'Union européenne repose sur le fait qu'il n'y a pas d'alternative à eux. Voilà. Ouais, soit il faut que tous y parlent, tu vois. Regarde tout le spectre politique français, par exemple. Ils disent tous la même chose. Ils sont tous d'accord sur ces sujets, ils sont tous parfaitement alignés. Ils sont tous parfaitement ficelés. Et quelqu'un tire les ficelles, c'est des marionnettes. Les gars, avant de continuer la conversation, il y a 2 vidéos qui circulent maintenant que je voudrais partager avec vous. Pour comprendre pourquoi cette histoire de l'Ukraine, c'est bien au-dessus d'une simple guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est beaucoup plus compliqué que ça et vous allez comprendre le lien avec les autres sujets du live de ce soir. Donc là, on a le général Flynn qui fait quelques commentaires à propos de ce que lui, il a vu dans cette rencontre-là, en fait. Et quelques commentaires sur le sujet. J'aimerais que vous donniez des noms et que vous évoquiez aussi un autre sujet dont vous aviez déjà parlé, les tentatives d'assassinat. Vous pensez que ceux qui vous ont menacé sont aussi derrière les tentatives d'assassinat contre Trump?
Pouvez-vous nous en donner des noms? Oui, eh bien, il y a le nom de Victoria Nuland, qui a beaucoup à perdre dans cette affaire. Pourquoi elle a beaucoup à perdre, Victoria Nuland? On peut peut-être rappeler en deux phrases qui c'est Victoria, hein, et notamment son lien avec l'Ukraine. Secrétaire d'État sous l'administration Obama, présente en Ukraine lors des événements de 2014 à distribuer des pancakes et des cookies. Les fuites de conversations téléphoniques avec où elle choisit le prochain gouvernement ukrainien, elle désigne je veux celui-là, je veux celui-là, je veux celui-là, et ceux-là, ils étaient tous. Il y a Yatsenuk, hein, si Yatsenuk. Enfin, tous les gens de l'ouest de l'Ukraine, des nationalistes assez radicalisés. Donc, Flynn, ce qu'il est en train de dire, c'est que les personnes qui sont derrière les opérations en Ukraine, ils ont tenté d'assassiner Trump. Donc, ils sont de ce calibre-là et qu'ils sont aux États-Unis, Victoria Nuland. Donc, et le général Flynn, attention, c'est l'ancien responsable de la sécurité du renseignement militaire américain pendant la première administration Trump. C'est pas n'importe qui. Et je pense... Obama surtout, Obama. Parce que chez Trump, il est resté 5 minutes avant d'avoir ses problèmes de justice qui a fait qu'il a dû partir. Mais il a été dans le renseignement militaire sous Obama. Et d'ailleurs, il a vu des choses qui quitté, il est parti et qu'après, il est allé chez Trump pour exposer des choses et là, il s'est fait arrêter, etc., etc. Alors, on continue. Il y a un groupe de personnes qui sont en dehors du gouvernement et dont elle en fait partie, Victoria Nuland. Il y a certainement eu d'autres groupes dont on a entendu parler sur Internet, mais Victoria Nuland est quelqu'un qui a beaucoup à perdre ici. Parce que, comme je l'ai dit, ces dernières 24 heures ou plus, je l'ai dit depuis longtemps, l'Ukraine est une grande opération de blanchiment d'argent. Et tout ce qu'Elon Musk a fait, c'est mettre en évidence la fuite des financements qui sont détournés hors du pays par différents secteurs de notre gouvernement. Il n'a pas encore révélé le cycle complet des financements. Une fois partis, où vont-ils? Comment circulent-ils en Europe et reviennent-ils dans les poches de certaines personnes aux États-Unis? Ce n'est pas encore prouvé, mais je sais que certaines choses, et je pense qu'Elon et Trump les découvriront. Et je pense que des personnes comme Victoria Nuland en subiront les conséquences. Parce que ces personnes ont été au centre de cela. L'autre chose que les gens doivent comprendre, c'est que Zelensky est un acteur. Et il en a une excellente relation avec Poutine. Il y a eu de nombreuses discussions sur sa rhétorique offensive. Nous allons découvrir des choses sur Zelensky dans les semaines à venir. Peut-être que cela prendra quelques mois. J'espère que non. Je pense que nous sommes capables d'aller beaucoup plus vite. Mais nous allons révéler des faits qui indigneront le peuple américain, notamment sur ces financements qui reviennent directement dans les poches de l'élite de Washington. Où se trouve David? Est-ce que vous comprenez les implications juste? Donc, il y a une personne... Juste un truc... Oui. Avant que tu fasses ton explication, j'aimerais rajouter un autre élément qui colle parfaitement, et comme ça, peut-être que tu pourras l'intégrer, parce que je n'ai pas le dessin complet. Qui c'est qui a fait une interview avec Tucker Carlson là, hier ou avant-hier d'une manière complètement inattendue? Samuel Bankman-Fried. Le jeune là, de FTX, le truc de crypto, là, genre le génie des cryptos qui s'est retrouvé qui a pris 25 ans de tôle et qui est dans la même cellule que Puff Daddy, entre parenthèses, ça m'a fait sourire. Et donc il a fait ça d'une manière, je l'ai pas vu l'interview, mais il a fait ça d'une manière complètement inattendue, à tel point que son bras droit communication machin, il a démissionné dans la foulée de ce truc-là. Le fait que lui, il arrive. Pourquoi je vous parle de Samuel Bankman-Fried? Parce qu'à l'époque, on avait évoqué cette espèce de mouvement cyclique. Blanchiment d'argent. Ou alors, attends, c'était quoi le blanchiment d'argent? En gros, les démocrates donnaient du pognon à FTX donnait du pognon à l'Ukraine. Non, les démocrates donnaient des pognons à l'Ukraine. L'Ukraine investissait dans les cryptos. Et les FTX servaient de plateforme de blanchiment des cryptos pour les ramener aux États-Unis. Donc j'ai pas tous les liens, mais le fait que lui dise ça et que dans la foulée, là, 1 ou 2 jours après, ou même dans le même moment, on a ça, il y a un lien. C'est pas anodin. Et dans la même continuité avec tout ce qui se passe avec les révélations sur les financements du terrorisme par les institutions américaines, USAID
Et vous vous rendez compte, ces choses-là, elles sont en train de sortir. C'est pas parce que les médias, on parle pas, les ignorent, que les gens n'en prennent pas conscience. Ceux qui doivent se réveiller sont en train de se réveiller avec tout ça. Ceux qui ne vont pas se réveiller, prions pour eux parce qu'ils vont chier. Vraiment, ils vont chier. Donc, ça va pas être rigolo pour eux. Les gars, psychologiquement, ils vont traverser l'enfer, littéralement. Donc, mais vous voyez tous les liens. Vous voyez comment tout est lié. Donc, on va arrêter avec Flynn et on va regarder aussi notre vidéo pour rappeler vite fait le contexte à propos de Zelensky, qui il est réellement, vite fait. Voici quelque chose. Donc là, elle, c'est la responsable des renseignements. Voilà. Je cherchais le mot renseignement. Responsable du renseignement américain. Voici quelque chose que l'establishment politique et les médias de propagande ne veulent pas que vous sachiez. Le président ukrainien Zelensky vient d'interdire un autre parti d'opposition politique, un parti qui remettait en question sa légitimité en tant que président, et a utilisé le ministère de la Justice ukrainien pour ordonner la saisie des biens des membres de ce parti. C'est juste la dernière action de Zelensky pour faire ce genre de choses. Il a commencé à interdire les principaux partis d'opposition politique en 2022, lorsqu'il a également commencé à interdire les chaînes de télévision associées à ses opposants politiques. Et il a pris le contrôle total des plus grands réseaux de télévision ukrainiens. 9 médias sur 10 financés par USAID, rappelez-vous. Désormais contrôlés par leur gouvernement, justement. Le mandat présidentiel de Zelensky s'est terminé le 20 mai 2024. Il a annulé les élections au nom de la loi martiale, suspendant la constitution ukrainienne pour pouvoir rester au pouvoir. Les défenseurs de Zelensky diront « Hey, l'Ukraine est en pleine guerre, ils ne peuvent pas organiser d'élections ». Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Si nous acceptons cette excuse ou ce critère pour suspendre la Constitution et annuler les élections, alors nous devrions présumer que les dirigeants de notre pays et nos propres médias d'establishment utiliseront également cette même excuse et cette même logique lorsqu'ils suspendront notre Constitution et nos élections. Nous sommes concernés ici aussi. Elle parle des États-Unis, mais en Europe, on est beaucoup plus concerné par ça que là-bas, parce que Trump ne laissera jamais un truc comme ça passer, alors qu'ici en Europe, ils font tout pour qu'un truc comme ça se produise. Donc, gardons ça en tête. C'est pour ça, la raison, c'est d'un côté récupérer des thunes, de l'autre côté, suspendre les activités démocratiques. C'est aussi simple que ça. Ils vont nous faire... Donc, c'est la deuxième vague du Covid, en gros. Parce que pareil, première vague du Covid, enfin le Covid, quoi, en gros, c'était quoi? C'était une manière de suspendre les processus démocratiques. Ils ont fait. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils font? La même chose. Et de distribuer de l'argent à tour de bras aussi. Donc, je veux dire, les Exactement. Là, quoi. Mais oui. Nous sommes concernés par ça, je vous le dis. Par contre, n'ayez aucune crainte parce qu'en général, ce genre de situation, comme avec le Covid, elles ne tiennent pas longtemps. Ils sont obligés d'ouvrir la soupape parce qu'ils vont faire péter. Et si ça pète, c'est eux qui vont péter. Les gens, ils se mettront en colère. Certes, ils feront des conneries parce qu'ils seront conseillés par l'esprit de la colère, qui est le pire conseiller. Mais dans cette colère, mais ils vont leur faire mal. Ils vont leur faire le mal. Donc vous, leaders mondiaux qui prenez la guerre, je vous dis, préparez la vaseline. Parce qu'il y en a qui viennent. Il y en a qui viennent. Ça, c'est, donc, soit vous changez, soit bon courage à vous, parce que vous allez devoir payer, récolter ce que vous avez semé. Ce que vous avez semé, j'aimerais pas être à votre place. Voilà. Donc... Puisque nous aussi, nous sommes en guerre avec la Russie et la Chine, etc., etc. Si vous pensez que cela semble fou, regardez ce qui se passe déjà. Ils ont déjà commencé à nous conditionner à accepter une dictature en rationalisant leur propre utilisation de notre ministère de la Justice pour cibler le président Trump et d'autres ennemis politiques dans leurs efforts pour rester au pouvoir. Donc, en gros, ils ont déjà fait partiellement aux États-Unis ce que Zelensky fait là-bas avec Trump, qu'ils ont essayé de l'attaquer de tous les côtés, etc., etc. Il y a aussi autre chose à prendre en compte. Lors de cet échange historique avec Zelensky au Bureau Oval, Trump a fait le lien entre la guerre en Ukraine et le 7 octobre 2023 en Israël. Malheureusement, je remarque que j'ai découpé un peu trop ce passage, je l'ai enlevé, mais il y a un moment où Zelensky est en train d'engueuler Trump sur les finances.
Et à un moment, Trump qui dit, tu sais quoi, avec ta guerre, on vous a envoyé de l'argent, on vous a envoyé de l'argent, et puis un jour, on a eu le 7 octobre en Israël. Il faudra que tu le publies, ce passage. Et là, c'est suffisamment singulier pour qu'il faut qu'on l'ait sous les yeux. Là, faudra que tu décorez 2 secondes, les gars. Faudra que tu le tweets. Décorez 2 secondes. Je reviens. Je vais demander justement de l'aide. Décorez 2 secondes parce que c'est super important. Non mais ok, donc regarde, on a relié tous les points. Et maintenant, il y a toute l'administration qui marche d'un seul nom parce que dans la CIA, il y a Radcliffe. De l'autre côté, il y a Kash Patel. De l'autre côté, il y a Tulsi Gabbard qu'on vient de voir. Je vais dire, je sais pas, tous les ingrédients sont là, c'est montré. Même on voit même que la Russie, elle est coopérative, tu vois, dans cette histoire. Ouais, et ensuite, là, donc, si jamais, on va faire confiance à Léo, là, quand il va nous trouver l'extrait, là, mais si jamais il y a effectivement un lien entre ces histoires d'Ukraine et d'Israël, lien que pour l'instant, moi, je vois pas. Mais bon, si Trump te le balance comme ça devant les caméras, ça a l'air avéré. Et on va parler, je crois, un peu plus tard, le prochain sujet, c'est le lien qui existe justement entre Israël et Epstein et compagnie. Là, tu relis carrément, je veux dire, l'espèce d'énorme complot gigantesque. Je crois que tu n'étais pas pendant un de ces lives, mais on a parlé de la Roumanie. Et en fait, la Roumanie, non seulement ça allait être la plus grande base de l'OTAN en Europe, c'était le hub de distribution de l'armement américain vers les organisations terroristes un peu partout dans le globe et au Moyen-Orient. On en avait parlé dans les lives précédents. Okay. Donc, il se peut tout à fait que par le biais de Roumanie, les aides qui devaient arriver en Ukraine, ou les armes qui sont arrivées en Ukraine, ils sont revenus un tout petit peu en Roumanie, tu sais, et qui sont répartis justement vers les organisations qui ont donné ces armes et à Hamas, et ils ont donné les moyens à Hamas justement pour perpétrer une offensive comme ça. C'est ce combo qui peut raconter. Mais on l'a exposé en réalité. Ça se tient, ouais. Ça se tient. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'ils veulent pas, comment il s'appelle le mec, la Karline, je sais pas quoi, là, qui. Ah, Karline Georgescu. Ouais. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'ils le veulent pas. Certainement. Léo est de retour. Ouais, je suis de retour. Écoutez, j'ai demandé de l'aide donc à notre collègue. Et on verra s'il parvient, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il se tape les 50 minutes, trouver où est l'extrait. Et le sortir, le sous-titrer, nous l'envoyer. C'est donc dans les premières 40 minutes, ça c'est sûr. Ouais, sur 49, merci beaucoup. Waouh, génie. Alors, pour revenir, parce que justement, on va voir peut-être l'extrait tout à l'heure, peut-être pas, mais en tout cas, je vais le publier demain ou plus tard. À un moment donné, Trump, il laisse sous-entendre qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre 2023 et la guerre en Ukraine. Et la façon que c'était dit, c'est genre, il y a des financements, et puis après, il ne faut pas oublier, on a eu aussi Israël. Et donc, quel est le rapport entre ces 2 événements, tu vois? Alors, justement, moi, j'aimerais vous parler un petit peu pendant que tu étais en silence. Ouais. Et Nicolas qui a évoqué une théorie par rapport à ce que vous disiez à la Roumanie, qu'en à gros, propos de la Roumanie, que passe par le biais de la Roumanie, il y a un certain nombre d'armements qui sont passés jusqu'au Hamas et compagnie. Voilà. Il peut avoir ça, mais moi, de mon côté, j'ai aussi quelque chose. Il se trouve que dans mon background, je suis aussi albanais. Dans mon CV, il y a aussi un petit peu de ça. Ah bon? Ah ouais. Tu le savais, toi? Je ne l'avais jamais dit, ça. Ouais, je sais qu'il a des grosses bagnoles avec des grands coffres, mais c'est tout. Ouais, c'est ça. Non, et du coup, il y a un truc que j'ai appris en arrivant en France et en étant complotiste. Quand j'étais en Albanie, à un moment donné, on avait la dictature. Puis à un moment donné, la dictature est tombée. C'était 5 ans après la mort du dictateur. Même pas à la mort du dictateur, c'est quelqu'un l'a remplacé et les Albanais ont eu besoin de plusieurs années avant de... Voilà. En 91, ça finit. Donc l'Albanie devient autonome. Mais du coup, jusqu'à là, elle n'était sous l'influence d'aucun pays étranger. C'était fermé. C'était même pas sous la Russie. L'Albanie s'était pris la tête avec la Russie. Ils étaient après avec les Chinois, mais au final, ils étaient avec personne. Donc ça, c'était en mode Corée du Nord un peu, ou quelque chose comme ça? Ah oui, c'est la pire dictature du camp Est de mais l'époque. En termes d'isolation par rapport au reste, oui, c'est pire que la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'était les meilleurs endroits d'Albanie, en fait.
Donc, voilà. Non, c'est proportionnellement, c'est là où il y a eu le plus de morts par rapport à la population en termes de dictature. C'est proportionnellement. Et donc, quand il y a eu la fin de la dictature, l'Albanie a commencé à se développer, tu vois. Et très rapidement, ils ont reçu de l'aide de l'étranger, etc., etc. Je me rappelle, c'est la première fois où j'ai bu une boisson gazeuse, c'était en 91, justement. 92 même, 92. Bref. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tous ces financements ont permis un développement en Albanie. Et puis, à un moment donné, il y a un truc super chelou qui est sorti. Les banques d'investissement qui te donnaient 100% de retour sur l'investissement par mois. Ouais, ça pue, ça. Donc, il y a des gens qui commencent à donner et les premiers commençaient à avoir un retour. L'idée, c'était, puisque l'Albanie maintenant est libre et elle est en full expansion, tout le monde va investir, mais il n'y a pas de liquidité, donc mettons la liquidité pour pouvoir investir. Et du coup, si on investit, on peut doubler l'investissement, et du coup, tout ce que vous nous donnez, on peut le doubler tous les mois, quoi, en gros. Et sauf qu'à un moment donné, ça a marché, mais ça a marché à un tel point que beaucoup de monde ont vendu leur maison, leur voiture, tout ce qu'ils avaient pour mettre leur argent dans ces banques, qui se sont avérées être des structures pyramidales. Et un jour, tout a disparu. En 97. Tout a disparu. Tout cet argent du peuple albanais a disparu. On ne sait jusqu'à aujourd'hui où il est. On ne sait pas. OK? Et ça a provoqué une guerre civile en Albanie. Et une des conséquences de cette guerre civile, c'était, dans leur colère, les Albanais, ils ont été vider les dépôts de l'armée. Chose que c'est pas habituel dans un cas de révolte, mais bon, soit. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste après? Le début de la guerre. Les dépôts de munitions de l'armée, c'est des dépôts d'armes? Dépôts d'armes de l'armée. Il n'y avait plus personne, il n'y avait plus d'armée. Les gens, ils allaient, ils se servaient, ils partaient. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Le début de la guerre au Kosovo. Et donc, qu'est-ce que j'ai compris plus tard, en voyant les acteurs et tout ça, c'est que la CIA avait mis les deux pieds en Albanie. Ils ont détruit l'économie albanaise pour la rendre redevable à l'Occident. L'argent qui a disparu a servi à créer des milices au Kosovo pour appeler à l'indépendance du Kosovo et machin et truc. Et ensuite, les armes qui ont été volées dans les dépôts de l'armée albanaise, elles ont été armées, les milices kosovares, contre les Serbes. Et donc provoquer une division là-bas. Et conclusion de toute cette histoire, les États-Unis se sont implantés en profondeur dans les structures albanaises. Ils sont venus, ils ont fait 2-3 routes en Albanie. Par contre, ils ont une tonne de bases militaires en Albanie et en Kosovo. Oui? C'était quoi les relations qu'il y avait entre les Serbes et les Kosovars avant ça? Ça allait. Avant que ça soit déstabilisé, ça allait. Ça a commencé avec des histoires médiatiques d'attentats terroristes, de décapitation, de guerre ethnique, machin truc. En gros, c'est les médias qui ont tourné les gens les uns contre les autres. Rudy, tu viens de dévoiler que ce ne sont pas nos vraies chambres, Rudy. Ouais, la magie a disparu. Ouais. Zut. Okay. Tu viens de dévoiler qu'on ne vit pas dans un environnement steampunk sous la mer. Waouh. Donc, pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que j'ai l'impression que l'État profond, c'est comme ça qu'il fonctionne. Souvent, ils lancent des guerres pour financer des missions plus importantes. Tu vois? Ils font une guerre pour faire une autre, pour faire une autre. Et c'est comme ça, ils ont déstabilisé l'Albanie. Ils ont volé le pognon des Albanais pour servir les plans de la CIA en Kosovo. Ils ont volé les armes de l'Albanie pour armer et créer la guerre en Kosovo, qui a tué beaucoup de monde et qui a permis à l'OTAN de s'installer officiellement en face de la gueule des Serbes, qui sont historiquement liés avec Poutine. Et ils ont mis le nécessaire pour créer l'étincelle des Balkans. Tu comprends? C'est littéralement Kosovo-Serbie, c'est une guerre entre l'OTAN et la Russie. Oui, pardon. Donc, il y avait un endroit où ils commençaient à s'en sortir un peu de la merde et ils se sont dit tiens, on va aller faire un nouveau front contre la Russie, histoire de mettre un nouveau point de tension en plein milieu de l'Europe. Voilà. Et ok. Mais c'est la façon qu'ils l'ont fait. C'est qu'ils ont d'abord déstabilisé l'Albanie, qui était plus fragile parce qu'elle venait de sortir d'une dictature et puis c'était un animal sans tête à ce moment-là, tu vois.
Et là, pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'on peut faire le parallèle avec l'Ukraine. L'Ukraine, depuis que la guerre a commencé, il y a beaucoup d'argent qui est parti là-bas. Dans le dernier épisode de la série Révélation, on a expliqué que les branches terroristes de l'islam sont créées par les mêmes qui sont derrière la création d'Israël, par les mêmes qui sont derrière l'État profond, par les mêmes qui ceci et cela. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. C'est quoi? Ben, Nico, ça va. Tu fais ce que tu veux. Bon, vas-y. Ça va. T'en as pour longtemps? Je suis à vous dans 20 secondes. Hein? Non, pas pour longtemps. Ça allait à direct. Ok. Vous voulez rester discret? Vas-y. Mais pourquoi vous me demandez à moi, Léo? C'est quoi? Tu penses que je vais lui dire non? Non, Nico! Tu vas pas. Tu vas pas. Bref. Donc, tu comprends, Rudy, pourquoi j'évoque ces événements et pourquoi je fais le parallèle. C'est-à-dire, la guerre en Ukraine, l'argent qui est arrivé là-bas a servi à refinancer le terrorisme pour déstabiliser le Moyen-Orient. De la même façon qu'ils ont utilisé l'Albanie pour faire la guerre au Kosovo. C'est-à-dire qu'ils prennent de l'argent, ils créent ces guerres pour détourner des fonds, pour mener à bien des missions. C'est ce que j'ai l'impression que Trump a sous-entendu. Oui, parce que dans ton exemple, je veux dire, Serbie, Kosovo, tout ça, c'est frontalier, mais en fait, il n'y a pas de nécessité que ça se passe comme ça, en fait. Il n'y a pas de nécessité que ça se fasse dans... Donc, on pourrait très bien imaginer que, oui, effectivement, le pognon d'Ukraine a été détourné. Donc, quoi, là, ce serait pour le Hamas et compagnie, là, pour aller faire cette attaque. Et pas que, pour financer le complot global. Mais j'attire l'attention de tout le monde sur... On attend. Donc, j'attire l'attention de tout le monde sur le fait que les guerres permettent au complexe militaro-industriel d'avoir les comptes pleins pour mener des missions à bien. Et donc maintenant, j'attire l'attention de tout le monde pour voir ce qui s'est passé depuis le 11 septembre 2001. Il y a eu plein de guerres. Et il y a eu du coup plein d'argent qui a été cumulé sous forme de contrats militaires ou contrats de reconstruction. Okay, ce sont des choses que je disais déjà à l'époque de J'ai un doute, en 2010, tu vois. C'est les mêmes sujets. Et toutes ces choses-là montrent qu'il y a quelque chose, tu vois, il y a des liens derrière. Et puisqu'on parle un petit peu de la Serbie et de tout ça, ça c'est Viktor Orban, qui, je vous ai traduit son poste. Viktor Orban, c'est le Premier ministre hongrois, qui nous dit: après avoir perdu Washington face aux patriotes, les forces mondialistes libérales se sont repliées à Bruxelles et ont jeté leur dévolu sur la Serbie, la Slovaquie et la Hongrie. Le chaos qui règne aujourd'hui au Parlement serbe, pendant ce temps, vous voyez des images du Parlement serbe. Hein. Il y a eu une insurrection, genre 6 janvier à côté, voilà, c'est rien. C'est rien. Là, il y a des parlementaires qui ont jeté des bombes fumigènes, là, comment ça s'appelle, dans le Parlement. Est-ce que vous avez entendu un seul média occidental parler d'insurrection ou d'actes antidémocratiques et tout ça? Non. Parce que ça ne vise pas leur... Voilà, c'est parce que ça vise leur ennemi et ça les arrange. En tout cas, ça ressemble à beaucoup de choses. Il se passait la même chose en Ukraine en 2014, dans le Parlement. C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, tu sens les influences. Et rappelez-vous, hein, on a déjà parlé des prophéties et des choses comme ça. On vous a dit, c'est au balcon, il faut garder un œil au balcon. Okay, on a parlé de Vučić et la Serbie, c'est l'élément... Parce qu'en fait, les guerres se déclenchent par des protocoles. Et s'il y a un truc qui se passe en Serbie, le protocole pourrait déclencher une guerre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est même pas ce sont des décisions automatiques qui sont faites. C'est ce qui est expliqué, je sais plus qui... oui. Ça, c'était Sino, notamment, qui parlait de ça, oui, effectivement, les accords. Il y a plusieurs choses que je voulais dire déjà, les gars. Il est 9h30, on est au premier sujet sur au moins 3 que je sache. Donc, il faudrait peut-être qu'on est bien avancé. Et l'autre chose aussi, c'est que là, je gardais un œil là sur les infos et je t'ai posté, Léo, une vidéo très étrange qui fait 10 secondes de Trump sur le conflit Ukraine-Russe. Et je pense que si on est au temps de la conclusion, parce que on va pas conclure jusqu'au prochain épisode, je trouve que c'est une déclaration qui... on va pas conclure. Celle que tu m'as envoyée sur un malentendu, ça peut passer. Je te l'ai envoyé à toi.
en privé, 24 secondes, elle fait. 26. Ok, juste, on va la voir après, les dernières nouvelles. C'est une dernière nouvelle, c'est ça? Ok. On va la voir juste après, si ça ne te dérange pas. Je finis juste ce truc-là et on continue. Putain, on est parti pour un long live, du coup. Alors, peut-être que Trump est en train de sous-entendre que l'argent envoyé en Ukraine a servi, entre autres, à financer les attentats du Hamas. On parle d'Israël, justement, dans le sujet Lise d'Epstein, dans une heure. Donc, pour résumer, l'OTAN semble vouloir la guerre pour les raisons suivantes. Protéger leurs machines à laver de l'argent sale, financer les plans du complexe militaire industriel, trouver un remplacement pour les fonds qui venaient des USA et qui sont coupés, suspendre la démocratie et la Constitution sous prétexte de guerre. Et pour finir, tout ceci montre clairement que l'OTAN est sous contrôle du complexe militaro-industriel et on prend conscience de ce que signifie le terme « industrie de la guerre ». On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres et dans ce cas, on peut dire que les malheurs des guerres sont le bonheur du complexe militaro-industriel, ce qui leur donne une bonne raison de provoquer ces guerres. Et on va finir, enfin avant de finir, on va regarder absolument ça parce que c'est une vraie histoire en ce moment, c'est très pertinent. J'ai une très bonne idée. Aujourd'hui, on attaque la Russie. D'ailleurs, j'envoie un texto à Poutine tout de suite. Nique ta mère, Poutine. Voilà. Sans vouloir vous offenser, mon général, je crois que cette décision peut être lourde de conséquences. Général, ouais. Les Russes, ils ont tué toute notre armée avec un missile sol-sol. Toute notre armée? Toute notre armée avec un missile sol-sol. Avec un seul missile? Sol-sol. C'est quoi ça, la Russie, là? C'est quoi ce pays, là? C'est quoi cette armée? La Russie, c'est tout ça, la Russie. Tout ça, là? Tout ça, là. Et nous, on est où, nous? Nous, c'est quoi? Ça, là? Qui c'est? Qui a dit d'attaquer la Russie? Ça, c'est un petit peu futuriste. C'est les leaders européens en ce moment. Alors, dernière minute avant le truc de Rudy. Attends, je veux mettre le truc de Rudy. Donc, en gros, j'imagine que tu veux que je traduise ça, Rudy. Hop, donc, Trump. Allez, bonhomme. Voilà, on y est. Si Zelensky revient à la Maison Blanche, est-ce que tu es prêt à l'accueillir? En gros, c'est ça qu'il demande. Well, I think what's going to happen is Ukraine wants to make a deal because I don't think they have a choice. Donc, en gros, ce que je pense qu'il va arriver, c'est que l'Ukraine va vouloir mettre un accord parce qu'ils n'ont pas le choix. I also think that Russia wants to make a deal because in a certain different way that only I know, they have no choice either. Parce que d'une autre façon qu'il n'y a que moi qui sais laquelle, eux non plus, ils n'ont pas le choix. C'est étrange quand même comme déclaration, je trouve. Et moi, je pense qu'il y a une question d'optique. Parce que l'autre nouvelle de dernière minute, c'est le post de Donald Trump sur Truth Social qui dit « Compte tenu du fait que la Russie pilonne actuellement l'Ukraine sur les champs de bataille, j'envisage fortement des sanctions bancaires et des sanctions et des droits de douane à grande échelle contre la Russie jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu et un accord de règlement définitif sur la paix soient conclus. À la Russie et à l'Ukraine, rendez-vous à la table des négociations dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie. » Donc concrètement, l'idée c'est quoi? Il ne pouvait pas avoir un accord avec Poutine, avec la Russie, parce que si c'était le cas, les Occidentaux auraient dit Trump a joué le jeu de Poutine. Donc pour une question d'optique, je pense que Trump a besoin de jouer aussi le méchant contre Poutine pour montrer qu'il n'a pas choisi de camp. Parce que là, on lui dit, tu as choisi le camp de Poutine, etc. Pour moi, cette nouvelle montre qu'on va avoir accès à un accord dans pas longtemps. Donc, je ne sais pas pourquoi Trump il dit que Poutine n'a pas le choix. Je ne sais pas. Peut-être que, voilà, c'est des choses qu'on ne sait pas. J'en sais rien, mais il sait certainement des choses que je ne sais pas, d'ailleurs. Enfin, j'espère que le président des États-Unis sait plus de choses que moi, sinon on est dans la merde. Voyons, revenons à nos basiques, d'accord?
à nos basiques à nous. Si on peut ne pas partir sur... non, on va très vite. Des trucs de 3 quarts d'heure. Nos basiques à nous, c'est de comprendre qu'il y a une forme d'alliance entre Trump, Poutine et Xi Jinping contre l'État profond mondial. Voilà, les globalistes, l'État profond mondial, etc. Et du coup, c'est une alliance. Donc, il y a quelque chose qui les engage ensemble. Donc, effectivement, il peut évoquer ça. Et d'ailleurs, le terme pounded, tu vois, traduit pilonné en français, bon, en anglais, ça peut vouloir quand même dire, avoir une connotation très sexuelle. Ouais. Oui, mais là, c'est pas forcément drôle. Dans ce cas précis, parce qu'on parle de la Russie, qui pilonne actuellement l'Ukraine sur le champ. Enfin, il y a des morts dans l'histoire, tu sais.